Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatives de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui à l'horlogerie, mais plus particulièrement aux montres anciennes, voire aux montres à gousset, avec Geoffroy Ader, expert en horlogerie, qui sera sur notre plateau dans un instant pour évoquer notamment la vente qui a eu lieu au sein de la maison Agut, une histoire de temps qui était consacrée justement aux montres anciennes. Nous continuerons ensuite cette émission ensemble avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré une fois encore au sujet de la rénovation énergétique des biens immobiliers. Comment aborder cette rénovation énergétique dans le contexte de choc d'offres en matière d'énergie, mais aussi en matière d'inflation? C'est une question que nous poserons à Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI, mais aussi à Pierre Évrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'horlogerie, mais plus particulièrement à l'horlogerie ancienne. Peut-elle constituer un investissement ou reste-t-elle une pièce de collection? C'est une question que nous allons poser à Geoffroy Ader, expert en horlogerie. Bonjour Geoffroy Ader. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc je l'ai dit, vous êtes expert en horlogerie, mais vous avez notamment géré la vente Une histoire du temps, spécialisée en montres anciennes, qui s'est tenue au sein de la maison de vente aux enchères Agut, une vente qui s'est tenue fin septembre. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on avait envie d'échanger un petit peu sur cette typologie de collection ou d'investissement. Mais un mot déjà sur la vente. On connaît les montres de collection modernes, j'ai envie de dire les montres anciennes. Il y a un réel appétit d'un certain nombre de collectionneurs sur le sujet? Alors, il y a un appétit, en effet, sur les montres anciennes. On va dire que c'est les deux mêmes revers d'une seule et même pièce. D'accord. On a le côté pile que les gens connaissent mieux, c'est-à-dire les montres bracelets contemporaines, avec bien sûr, des marques plus ou moins connues. Puis on a le côté face, qui est l'horlogerie ancienne, c'est-à-dire les origines de la montre. Et l'idée, au travers de cette vente qui a été organisée par la maison de vente Agut, c'était de raconter une histoire du temps. Comment on en est arrivé aujourd'hui à posséder une montre et à faire que la montre soit devenue un symbole pour tout à chacun, c'est-à-dire que... Voire même un bijou quelque part, non? Oui, un bijou. En fait, le terme montre vient du latin monstrare, c'est-à-dire exposer sa richesse. D'accord. Et c'est vrai que c'était très intéressant au travers de cette vente aux enchères de pouvoir expliquer comment tout au long des siècles, la montre est restée un instrument de pouvoir et de richesse, avec notamment des objets extraordinaires. Et alors, comment on expertise des montres anciennes? Parce que des montres modernes, et je vais le dire de manière très rapide, puisque on pourrait passer des heures dessus, mais on va regarder effectivement la marque, et donc la marque est généralement garant d'une certaine qualité, parfois la provenance de la montre, et ensuite, il y a effectivement la loi de l'offre et de la demande. Quand on est sur des montres anciennes, on n'est pas face à des marques multinationales ou connues dans le monde entier. Comment est-ce qu'on expertise une montre ancienne? Alors, les montres anciennes, en fait, si vous voulez, c'est un domaine bien particulier dans lequel il n'y a pas forcément ce registre de marque. D'accord. Mais il y a quand même le registre de la signature. C'est-à-dire de l'horloger. De l'horloger lui-même. Oui. Il faut savoir que l'horlogerie est devenue une horlogerie industrielle qu'à partir du milieu du 19e siècle. Jusque vers le début du 19e siècle, c'était une industrie artisanale. D'accord. C'est-à-dire qu'on faisait appel à des artisans. Et donc, il y a certaines signatures qui sont plus recherchées que d'autres. Et donc, évidemment, ça nous donne déjà un point de comparaison pour donner une valeur. Après, il y a l'objet en lui-même. Est-ce qu'il est rare? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il a une provenance? C'est tous ces éléments-là. Et puis, il y a l'expérience qui, à mon avis, est un élément très important. Moi, en tout cas, en tant qu'expert, il m'a fallu des années avant de pouvoir prétendre à devenir un expert, entre guillemets, en horlogerie ancienne. Mais alors, quand vous mentionnez ce phénomène de rareté, est-ce que si on fait appel à des artisans, une montre créée n'est pas mécaniquement rare du fait qu'elle n'est pas produite en série? Alors, c'est plus compliqué que ça. D'accord, oui. On est dans un marché d'offres et de demandes. Évidemment, les montres bracelets sont aujourd'hui
le fer de lance, si vous voulez, du marché de l'horlogerie de collection. Mais si je devais faire une comparaison, je dirais que l'horlogerie ancienne, c'est un peu comme la peinture ancienne. D'accord, ouais. C'est plus compliqué, c'est plus difficile. Oui, toutes les peintures sont pas rares, effectivement. Voilà, D'accord, les peintures ne sont pas forcément rares, mais vous avez certains peintres qui sont plus recherchés que d'autres. Et donc, évidemment, dans l'horlogerie ancienne, vous avez des signatures qui sont beaucoup plus recherchées que d'autres, ce qui fait que vous avez des collectionneurs qui recherchent telle ou telle pièce. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer au travers de cette collection. Quand on parle d'horlogerie ancienne, on parle forcément d'horlogerie suisse ou c'est un cliché de penser ça, Ça peut être de l'horlogerie française, d'accord, anglaise, allemande, suisse, ou sinon de l'horlogerie fabriquée pour les marchés d'Extrême-Orient ou du Moyen-Orient. Il y avait notamment, on a fait un chapitre dans cette vente aux enchères sur le marché ottoman. D'accord. Il y a toujours eu une grande tradition de montres qui étaient fabriquées spécialement pour la cour à Constantinople, le grand sultan qui commandait des montres, notamment à la Suisse. Justement, quand on parle de montres anciennes, et notamment on a cette image de la montre à gousset, aujourd'hui c'est une pièce recherchée dans une collection et j'irais même jusqu'à parler d'investissement. Est-ce que c'est aujourd'hui le cas ? Ça peut être... alors c'est avant tout, il faut bien comprendre que le marché de l'art, c'est avant tout un plaisir. Bien sûr. Que les gens qui viennent dans le marché de l'art viennent d'abord par passion. Alors, il ne faut jamais confondre passion et raison. Bien sûr. Et c'est vrai que, évidemment, vous pouvez investir des sommes considérables en vous disant j'ai investi quelques milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros, et j'espère pouvoir retrouver ma mise de départ. Alors, évidemment, c'est un mécanisme qui est très complexe parce que ce qui est important dans l'art, c'est de conserver l'objet dans son intégrité. C'est-à-dire, ce qui fait la valeur d'un objet, c'est son état. Bien sûr. Est-ce que l'objet est en bel état ? Est-ce que l'objet présente quelques usures ? Et on a remarqué au travers des résultats de cette vente que tous les objets qui étaient conservés dans la même famille depuis des années ont obtenu de très bons résultats parce que c'est un peu la Belle au bois dormant. C'est-à-dire, cette collection est restée endormie pendant près de 50 ans. Et tout d'un coup, elle est sortie. Et c'est vrai que c'est très agréable, notamment d'avoir une maison de vente aux enchères qui se prend au jeu. C'est-à-dire que quand vous faites le catalogue en tant qu'expert, lorsque vous avez la maison de vente aux enchères, en l'occurrence la maison Agut, qui vous dit « Ah, mais oui, on pourrait raconter une histoire », déjà, vous élargissez votre public. C'est-à-dire que pour convaincre les gens de venir dans un marché... Et c'est ce que j'allais dire, c'est des collectionneurs de montres qui achètent du coup Alors, vous pouvez avoir des collectionneurs de montres, vous pouvez avoir des collectionneurs d'objets de vertu, vous pouvez avoir des collectionneurs d'objets en général, et puis vous pouvez avoir ce qu'on appelle les acheteurs d'un jour, qui se disent... Ah, mais qui sont tombés amoureux d'une pièce, voilà, d'un objet. Amoureux d'une pièce. Vous voyez par exemple l'oiseau chanteur. Bon, la boîte montre à oiseau chanteur. Ah bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on voit à l'écran, oui, c'est ça. C'est un objet absolument extraordinaire. En fait, c'était un objet, si vous voulez, qui, pour moi, en tant qu'expert, réunissait toutes les qualités. Donc, il y avait non seulement la qualité technique, bien sûr, la qualité esthétique, la rareté, mais avant tout, la provenance. Cet objet provenait directement des collections du roi Farouk, donc, dont les objets avaient été vendus en 1954 au Koubé Palace, et dont tout le monde sait qu'il avait des objets absolument extraordinaires. Et ça joue énormément pour un acheteur. C'est-à-dire qu'un acheteur, voilà, la dernière petite cerise sur le gâteau... C'est la provenance ? C'est la provenance. Alors, on l'a compris, effectivement, on ne parle pas d'investisseur dans ce cas précis. Pour autant, quand on est un acheteur passionné, qu'est-ce qu'il faut regarder absolument, vous avez commencé à nous le dire, pour être sûr de ne pas faire une mauvaise affaire, si tant est qu'on puisse parler de mauvaise affaire dans cet écosystème, mais de ne pas se faire avoir. Alors, l'idée déjà, c'est qu'il ne faut pas partir avec cet a priori. D'accord, c'est ça. Ne parlez pas de mauvaise affaire, c'est ça. Déjà, si vous partez avec cet a priori-là... Ou de ne pas acheter trop cher, voilà, c'est peut-être plus le Oui, alors l'idée, en fait, généralement, les collectionneurs s'adressent à la maison de vente, et la maison de vente renvoie directement vers l'expert. Donc moi, je suis toujours mesuré dans mes estimations. J'essaie toujours, de concert avec la maison de vente, de donner des estimations qui soient réalistes par rapport à l'ensemble du marché. C'est-à-dire que si un objet vaut X, je ne vais pas mettre X fois 2. Et on va laisser de la place pour les enchères. Il ne
faut bien comprendre que le mécanisme des enchères, c'est un mécanisme à la hausse. Bien sûr. Donc, il faut mettre une estimation qui soit attractive, mais qui ne soit pas totalement déraisonnable. Et donc, à partir du moment où vous avez sorti votre catalogue, vous savez tout de suite si les gens s'y intéressent. Vous voyez, par exemple, on a eu beaucoup de presse sur cette vente, parce que c'était très amusant. Les gens, on leur a raconté l'histoire du temps, de 1500 jusqu'à 1900. Comment on en est arrivé à avoir des montres avec des boîtiers différents, des cadrans différents, des complications différentes. Et c'est ce qui fait vraiment la valeur de l'objet, c'est cette mise en lumière. C'est-à-dire comment vous faites pour mettre en lumière un objet et attirer l'œil du collectionneur ou de l'amateur. Et ça, c'est très, très difficile. Mais je reviens à ma question de mauvaise affaire, hein, même si j'ai bien compris que ce n'est pas du tout la démarche qu'il faut avoir. Mais si on se laisse prendre au jeu des enchères, justement, parce qu'on tombe amoureux d'un objet, on peut finalement acheter trop cher une montre qu'on ne revendra jamais aussi cher, mais oui, on aura la satisfaction de la collectionner, c'est ça? Alors, oui, alors c'est pas tout à fait comme ça. Moi, je dirais que vous pouvez acheter trop cher, mais mon leitmotiv, c'est toujours de dire acheter aujourd'hui au prix de demain. C'est-à-dire que oui, même si vous achetez un objet et que vous le surpayez, vous êtes en avance sur le marché. C'est-à-dire qu'acheter aujourd'hui au prix de demain, c'est le meilleur moyen, à mon avis, pour un collectionneur d'imposer le rythme. C'est-à-dire de dire, moi, vous voyez, cet objet a été estimé X, je l'ai payé X fois 2, mais voilà ce que j'estime aujourd'hui être sa valeur. C'est un marché en croissance, justement, l'horlogerie ancienne ou... Ah oui, c'est un marché... Alors, l'horlogerie ancienne est un marché en croissance. Le problème, c'est de trouver les objets. C'est ça. Ça vient de quoi? De collections privées? Ça vient de collections privées, ça vient... Le plus souvent, c'est des objets qui sont conservés dans les familles, qui restent à l'abri des regards ou qui restent dans un coffre. Et comme là, en l'occurrence, les familles font appel à une maison de vente. Et voilà, et donc la maison de vente fait appel à un expert qui, lui, vient donner son avis. Une dernière question très rapide. Faut-il qu'une montre, même ancienne, fonctionne pour garder de la valeur? Alors, pas nécessairement. D'accord. Ça peut paraître assez bête, mais c'est pas parce que la montre ne fonctionne pas qu'elle n'a pas de valeur. D'accord. Et au contraire, enfin ça c'est un sentiment très personnel, je préfère toujours que les objets soient vendus en l'état. C'est-à-dire l'objet est resté dans un coffre pendant 20 ans. Bon, le mouvement est grippé, mais vous le signalez à l'acheteur. Vous dites, voilà, une révision est à prévoir. En fait, il faut toujours signaler les défauts. C'est-à-dire que vous mettez en avant les qualités, mais vous devez aussi signaler les défauts. Et c'est cet équilibre qui fait la réussite d'une vente aux enchères. Merci beaucoup, Geoffroy Adair, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes expert en horlogerie. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment aborder la rénovation énergétique des résidences principales dans le contexte de choc d'offres en matière d'énergie et d'inflation? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeu Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également d'accueillir Pierre Évrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Bonjour Pierre Évrard. Bienvenue sur le plateau également de Smart Patrimoine. On va peut-être commencer avec vous, Pierre Évrard. Ce sujet choc d'offres en matière d'énergie et inflation, ça crée un peu un dilemme vis-à-vis d'un certain nombre de propriétaires. C'est que d'un côté, on se dit il faut faire la rénovation énergétique parce que déjà, on est engagé peut-être vis-à-vis d'une transition énergétique et en plus de ça, de manière un peu plus concrète, mon énergie me coûte plus cher aujourd'hui, elle me coûterait moins cher si jamais j'avais procédé à cette rénovation énergétique. Mais de l'autre côté, une rénovation énergétique en période d'inflation et quand on a des chocs d'offres sur certaines matières premières ou autres, peut coûter plus cher aussi. Comment est-ce qu'on gère ce dilemme en tant que propriétaire, Pierre Évrard? J'imagine que vous n'avez pas une réponse toute trouvée, mais... J'ai malheureusement, non, pas une réponse toute trouvée. Par contre, déjà quelques premiers chiffres, parce qu'on a fait une petite étude chez nous. D'accord. Très sincèrement, à l'heure actuelle, et c'est aussi une problématique de logement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on a 26% des propriétaires bailleurs qui veulent clairement et simplement vendre leurs biens, qui ne passera pas les étapes, passoire énergétique, interdiction de location. Donc 26% pour les vendre. Donc ils ne rénoveront pas pour pouvoir continuer à louer, ils le vendront directement, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et 6% qui vont passer en location courte durée.
Voilà, donc location saisonnière pour, entre guillemets, s'accommoder des réglementations. Donc ce que vous dites, c'est que la question telle que je la pose moi est fausse. Finalement, la vraie question, c'est est-ce que je garde ou non mon logement? C'est pas si est-ce que je le rénove aujourd'hui ou demain. La question va se poser, mais déjà, on a un quart des propriétaires bailleurs qui, clairement, ont déjà tranché. Donc, il y a 1,5 million de logements qui vont quitter le parc. Après, en effet, d'autres questions, surtout à l'heure actuelle, où on est un petit peu chamboulé, parce qu'on a eu, pour une partie des copropriétés, des difficultés sur la mise en place concrète, les espèces sonnantes et trébuchantes du bouclier tarifaire, donc avec des budgets qui doivent être revus à la hausse, doublés, clairement, parce que pour l'instant, certains syndics n'ont pas tout reçu, ne savent pas combien, donc ils sont obligés de clairement doubler les budgets. Donc beaucoup de choses un petit peu anxiogènes. Hein. On est aussi, on parlait de l'énergie qui coûte de plus en plus cher, mais encore faut-il la trouver, cette énergie. Bien sûr. Parce que maintenant, on est rentré dans un système de sobriété. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui viennent se télescoper, sachant qu'on a connu une année 2021 en effet extrêmement intense en travaux, avec des pénuries diverses et variées en main-d'œuvre, en matériaux. Enfin voilà, pour l'instant, je dirais qu'il y a un brouhaha. Qui n'est pas inintéressant parce qu'on sent confusément. Mais un brouhaha quoi? Au niveau de la décision politique ou au niveau des propriétaires et de leurs décisions vis-à-vis de leur logement? Je dirais les deux, mon capitaine. Les deux, d'accord. Parce que pour l'instant, il y a des dossiers, clairement, on attend des arbitrages. On pense notamment aux interdictions de location par rapport à la copropriété, comment ça va se jouer avec le plan pluriannuel de travaux. Donc ça veut dire qu'un logement, un appartement serait passoire énergétique parce que la copropriété ne voudrait pas faire les travaux. Voilà. Et comment fait-on dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit quand même faire les travaux en partie privative ou est-ce que quelque part, il y a une petite intelligence des textes réglementaires pour dire pour l'instant, vous ne pouvez pas répondre, mais dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux, vous pourrez répondre. Ça, à l'heure actuelle, on n'a pas la réponse. Et donc, d'autres éléments, comme toute gestion de patrimoine, d'autres éléments de contexte qui viennent un petit peu se télescoper. Oui. Et comment fait-on en tant que propriétaire pour naviguer là-dedans? Audrey Zarmati, j'ai envie de vous poser la même question. D'un côté, quand on n'est pas sûr, comme le disait Pierre Evrard, d'avoir suffisamment d'énergie pour l'hiver, même si le gouvernement a dit que normalement on devrait en avoir, mais il y a quand même ce sujet d'angoisse qui peut être sur la table. Le sujet d'isoler un appartement ou une maison, enfin ça va dans le sens d'isoler un appartement ou une maison, mais de l'autre côté, quand on se dit que ça va nous coûter beaucoup plus cher et qu'on est peut-être un peu dans un flou juridique, on n'est pas sûr de pouvoir complètement le gérer. Vous voyez des sujets comme ça aujourd'hui au sein des filles? Alors, je pense qu'il faut déjà faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de travaux. Bien sûr. Tous les travaux ne sont pas à mettre dans le même sac, notamment en termes d'inflation. Il y a des travaux, et c'est vrai que sur notamment l'isolation par l'extérieur, on voit une inflation sur le coût des matériaux, les fenêtres également. On voit 15 à 20% d'augmentation des prix. Il y a des équipements qui ne connaissent pas le même type d'inflation. Je vous donne un exemple, la pompe à chaleur. Les fabricants avaient anticipé la demande, les besoins, et donc on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'inflation. Donc déjà, voilà, on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'inflation selon les types de travaux. Et puis on n'a pas les mêmes niveaux d'inflation selon les énergies. Puisqu'il y a des énergies qui sont sous bouclier, d'autres qui ne le sont pas. Donc quand vous êtes chauffé au fioul, par exemple, vous vous êtes pris la hausse de plein fouet, il n'y a pas de bouclier tarifaire. Donc là, vous allez avoir 100% d'augmentation quand vous allez devoir remplir votre cuve à fioul. Par contre, sur des énergies de réseau, quand vous êtes au tarif réglementé de vente, le gaz, l'électricité, là, on a eu des augmentations de 4% en 2022, qui a été décidé par le gouvernement l'année dernière, et puis 15% à partir de 2023, comme l'a annoncé la Première ministre il y a quelques semaines. Donc il vaut mieux se chauffer au gaz et à l'électricité, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Alors, de toute façon, aujourd'hui, c'est vrai que le fioul reste une énergie chère. On interdit l'installation des nouvelles chaudières fioul. Oui. Donc, effectivement, il faut mieux quitter, je dirais, le fioul en priorité, le fossile en seconde priorité, et puis après, aller vers des énergies renouvelables. Et c'est ce que font aujourd'hui, d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. Ils se tournent plutôt vers le bois, le granulé, et évidemment, la pompe à chaleur, qui est aussi une énergie renouvelable. Bon, avec un sujet quand même sur le granulé, c'est qu'on a de plus en plus de mal à en trouver aujourd'hui. Alors, effectivement, au-delà de l'inflation, il y a la question des pénuries. Oui, c'est ça, bien sûr. Des pénuries, alors qui est quelque chose qui est, on va dire,
conjoncturel, c'est pas structurel, la pénurie c'est conjoncturel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pouvoir s'armer de patience, autant pour certains équipements, le poêle à granulés, que pour les granulés également qui vont dans le poêle à granulés. Bon, alors on a également pu suivre la loi de finances pour 2023, Audrey Zermati. Donc là, on sait globalement comment est-ce qu'on pourra être aidé en tant que propriétaire pour rénover son bien. Donc je parle évidemment de MaPrimeRénov'. On a le montant définitif, c'est 2,45 milliards d'euros, soit globalement pas grand-chose de plus que ce qu'on avait déjà en 2022. Donc finalement une stabilité, puisqu'effectivement, quand on regarde, on se projette à l'arrière et qu'on regarde dans le rétroviseur, en 2022, on avait 2,4 milliards d'euros, 2,45 pour 2023. Donc on est effectivement stable par rapport à l'année dernière. Alors je précise parce que c'est pas toujours très clair, c'était 2 milliards prévus pour la loi de finances pour 2022, 2,4 milliards pour la loi de finances rectificative en fin d'année 2022. Ajouter 400 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il y a une stabilité avec une ambition qui est importante et qui doit être importante au regard des prix de l'énergie, parce que la vraie réponse structurelle à la hausse des prix de l'énergie, il y aura la sobriété, mais ça ne peut être qu'une réponse d'urgence et une réponse conjoncturelle. La véritable réponse, c'est la réponse de l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique. Et donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'enveloppe. Ce qu'on ne connaît pas encore, c'est la répartition de cette enveloppe. Et est-ce que ce sera indexé sur l'inflation, par exemple, tout simplement ? Alors, c'est une question de savoir est-ce qu'on indexe sur l'inflation ? Est-ce qu'on ne rééquilibre pas ? Je vais rappeler un chiffre assez simple. Sur ce qui a été distribué au premier semestre 2022, 70% de MaPrimeRénov' a été orienté vers les équipements de chauffage. Sur ces 70%, 90% vers la pompe à chaleur. Quand on sait, et nous, c'est ce qu'on préconise à nos clients, de d'abord isoler sa maison, pour pas installer un équipement sur une passoire, donc d'abord isoler sa maison et après changer son équipement, on voit bien qu'il y a un sujet d'équilibre entre les... Oui, parce que sinon ça revient à chauffer encore plus l'extérieur, c'est ça ? D'accord. Pierre Evrard, vous vouliez réagir dessus ? Non, mais tout à fait. On a un contexte qui, en même temps, peut être anxiogène, qui ne doit pas nous faire perdre de vue certaines choses. Ça veut dire que là, on a la sobriété. C'est une temporalité, c'est entre 2 et 5 ans. Ça ne doit pas nous faire perdre de vue les deux grandes autres orientations que sont la décarbonation, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles, le fuel et le gaz naturel, et la performance énergétique. C'est vraiment, je dirais qu'on est à une croisée des chemins, parce que clairement la sobriété, je pense, va nous aider, parce que l'énergie va être au cœur des discussions, je pense, mais pour les fêtes de fin d'année à Noël, je pense qu'on va parler d'énergie. Bien sûr. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui aboutit là, qui tombe vraiment au bon moment, quelque part une conjonction de planètes. Mais pourquoi ? Pour une prise de conscience, c'est ça ? Une prise de conscience. Oui. La prise de conscience, moi j'estime qu'elle est là, parce qu'on a déjà eu des canicules, on a déjà eu une période de Covid où on a pu redécouvrir un petit peu son habitat, parce que voilà, on était... Bien sûr, oui, on y était un peu plus souvent. Intimement. On a eu encore une autre période de canicule, on sent qu'il y a des choses, mais par contre c'est le passage à l'acte. Et là, compte tenu de ce qui va se passer sur la sobriété, parce qu'on voit bien déjà qu'on a quand même pas mal d'éléments, on va avoir un passage à l'acte, et c'est là où faut pas se planter de stratégie. Sobriété, en effet, c'est 2 à 5 ans. Performance énergétique, décarbonation, on est plutôt sur des échéances 2040-2050, mais je pense que c'est en train de diffuser très profondément dans la société. Et donc, ça va nous aider. Oui, mais avec un argument basique, mais effectivement, face à une inflation... Non, mais surtout face à une inflation où tout coûte plus cher, est-ce que j'ai les moyens de rénover mon bien aujourd'hui ? Audrey, vous voulez réagir ? Je réagirais en disant il n'a jamais été aussi rentable de faire des travaux de rénovation énergétique, justement parce que les prix de l'énergie sont élevés. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet d'investissement, et c'est là où les aides doivent rentrer en action. Et pas seulement les aides, d'ailleurs. Je pense qu'il y a tout un enjeu financier, au-delà des aides, notamment l'aspect bancaire. Comment on aide avec un prêt à taux zéro ? Aujourd'hui, le prêt à taux zéro est un mécanisme qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y en a 40 000 de prêts à taux zéro qui sont distribués chaque année. Si on compare ça au nombre de primes Rénov' qui sont distribuées, 650 000 sur l'année 2022, on voit qu'aujourd'hui, il faut jouer le jeu du prêt à taux zéro. Il faut que les banques jouent le jeu du prêt à taux zéro, parce qu'en réalité, il y aura toujours du reste à charge à payer pour les ménages. Oui, ce ne sera pas financé que par l'État. Il y a un sujet d'investissement aujourd'hui dans des périodes d'inflation. Mais alors justement, il y a un autre chiffre, on aime beaucoup les chiffres quand on parle de rénovation énergétique, mais 2500 logements seulement ont quitté le statut de passoire thermique en 2021, Pierre Evrard. Donc effectivement, ça revient peut-être sur ce que disait Audrey Zermati, c'est qu'en fait on ne change qu'un petit bout, mais on ne fait pas l'isolation. Et donc en fait, et d'ailleurs c'est ce qui est dans la loi de finances pour 2023, c'est l'idée d'aller de manière plus globale de faire les travaux de rénovation énergétique de manière plus globale. Mais là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque finalement, on a autant de passoires énergétiques ou presque qu'il y a 2 ans.
Oui. Oui, Nicolas. Parce que globalement, pour vraiment avancer sur ce thème de la performance énergétique, il faut travailler sur l'enveloppe, ce qu'on appelle le hardware. Le soft, c'est tout ce qui est équipement. Mais en effet, c'est vraiment c'est l'angle de bataille, c'est la bataille principale. Et j'ai très peur, en effet, qu'à un certain moment, certains aient un petit peu perdu cet objectif. Et on comprend malheureusement ces chiffres. Audrey Zarmati, du coup, ça veut dire il ne faut plus aborder que la rénovation énergétique de manière globale. Il ne faut plus aborder que via des gros travaux. Alors, je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre plutôt à se dire comment on amène les gens à faire d'abord, par ordre de chronologie, d'abord l'isolation, ensuite les équipements, et puis venir à faire plusieurs types de travaux, plusieurs postes de travaux. D'accord. Parce que la réalité, c'est que, et on en a déjà parlé ici, la réalité, c'est qu'une rénovation globale complète en une fois, c'est entre 20 et 40 000 euros. Ouais, bien sûr. Donc ça se fait bien au moment des Après les aides ou avant les aides? Alors ça dépend du type de. Oui, on peut avoir des rénovations globales qui coûtent 70 000 euros et les 40 000 euros, c'est après les aides. Donc ça dépend, et puis ça dépend de vos Oui, revenus. de la taille du logement. Oui, Et de vos revenus, parce que vous avez oui. des aides en fonction de vos revenus. C'est vrai que si on doit se poser la question au moment de la mutation du bien, de la vente du bien ou de la mise en location du bien, là il y a un enjeu de rénovation globale parce qu'on n'occupe pas le logement. Et c'est le meilleur moment finalement pour se préoccuper d'une rénovation complète. En revanche, si on occupe le logement, c'est peut-être intéressant plutôt d'aller vers du pas à pas, du étape par étape, et bien d'être dans cette logique d'incitation d'aller plus loin qu'un seul geste. Et de connaître bien la première étape, de savoir quelle est la bonne première étape. Pierre Evrard, vous vouliez réagir également? Parce que le Club de l'amélioration de l'habitat a mené une étude, un observatoire en fait de l'habitant consommateur, pour vraiment identifier quels étaient les moteurs, clairement. Pourquoi quelqu'un va se lancer dans des travaux de rénovation, petits ou vraiment rénovation globale. Et en effet, la majorité du temps, c'était des travaux plutôt par rapport à un inconfort ou un confort. Et quelque part, il y avait aussi un risque vis-à-vis des travaux. D'accord. Ouais. Et donc là, on comprend tout à fait, en même temps, justement, quand on fait l'acquisition d'un bien, on se projette dedans, on veut le redéfinir les espaces, redéfinir la façon dont on va vivre dedans, et évidemment, le redéfinir énergétiquement. Et c'est beaucoup plus complexe pour une personne, finalement, qui habite dedans, pour le rénover. Donc ça ne se fera qu'au moment des transactions, c'est ça? Non, mais parce qu'il y a une petite crainte quand même. C'est comment dire, un habitat, c'est pas uniquement quelque chose de technique, c'est aussi le foyer. Donc on va confier sa famille, son ménage, un maître d'œuvre, des entreprises. Donc quelque part, il y avait aussi parfois, on a senti dans les statistiques quelques petites craintes par rapport aux travaux. Ce qui peut expliquer les écarts entre justement rénovation globale et élément par élément. Mais avec quand même cette idée que demain l'habitat sera plus confortable du fait de la rénovation énergétique. C'est évident, parce que un bien qui est rénové, ok, en termes de performance, c'est amélioré, mais évidemment, il y a le confort, la qualité du bien immobilier dans son marché. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup Pierre Evrard, chargé de mission développement durable et rénovation énergétique à la FNAIM. Merci également Audrey Zarmati, directrice stratégie de FI. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.